Bien, écoutez, bonjour à toutes et bonjour à tous. Et merci à Lire et Faire Lire, et particulièrement à Michel, à Cécile, aux membres de la commission, de me faire confiance, cette fois encore. Cécile, oui, m'avait dit que cette journée serait dédiée aux inégalités d'accès à la lecture, culturelle, sociale, territoriale, familiale, et aux options qui sont à même d'y remédier. Alors c'est un sujet qui m'est assez familier, car quand j'ai commencé à travailler sur la lecture, il y a plus de 30 ans, j'ai d'abord mené des recherches en France, dans des régions rurales, et dans des quartiers populaires où l'accès à la lecture n'allait pas de soi, pour différents motifs. Puis je me suis intéressée à des espaces en crise dans plusieurs pays, à des régions où sévissent des conflits armés ou une violence répétée, ou bien qui ont subi des catastrophes, des effondrements économiques, des migrations de grande ampleur, etc. Des lieux, là encore, où l'accès à la lecture n'était pas donné et où pourtant des femmes et des hommes excellaient à inventer des partages autour des livres qui ouvraient une marge de manœuvre à celles et ceux qui y participaient. C'est pour cela, j'imagine, que Cécile et ses collègues ont pensé à moi pour introduire cette journée. Toutefois, je ne vous cacherai pas que j'ai hésité à accepter, car je n'ai pas mené de recherche récente sur le sujet. Or, le monde change très vite en ces temps. J'ai aussi hésité parce que Cécile me demandait donc de vous parler des médiations qui sont susceptibles d'atténuer des inégalités, ce qui est toujours difficile quand on s'adresse à celles et ceux qui inventent jour après jour ces médiations. Comment puis-je vous apporter quelque chose alors que je tiens une grande part de ce que je sais dans ce domaine de gens comme vous ? En effet, le fondement de mon travail, ce sont les expériences des lectrices et des lecteurs, mais aussi celles des médiateurs, des passeurs culturels, particulièrement dans des contextes critiques. Ce sont eux qui m'ont fait part de ce qu'ils mettaient en œuvre pour rendre l'appropriation de la culture écrite désirable à ceux qui en étaient éloignés. Finalement, j'ai accepté la proposition de Cécile, au risque de répéter ce que j'ai souvent dit, parce que c'était une occasion de rendre simplement hommage à ces femmes et ces hommes dont le métier ou l'activité bénévole consiste à lutter contre des inégalités et à construire des ponts entre des gens, des générations, des institutions, des lieux, des cultures, des pratiques artistiques, des œuvres d'hier et d'aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, à faire du lien, à lancer des passerelles en une époque où partout s'édifient des murs, des identités cloisonnées, fermées à l'autre. C'était une opportunité de saluer, de célébrer leurs arts de faire, vos arts de faire, dont on ne parle pas assez. Alors, avant d'évoquer ces arts de faire, je parlerai déjà un peu des inégalités d'accès aux livres et à la lecture. Et là me reviennent quelques images de terre lointaine pour vous faire un peu voyager. Celle de ces enfants de la communauté amérindienne Tuba, en Argentine, dans un lieu montagneux qui s'appelle l'Impénétrable, une région très pauvre où passe de temps en temps un bibliobus et avec lui des livres, des planches d'images colorées et une femme qui lit à voix haute, qui parle avec eux, qui les écoute, eux qui sont là, assis en rond autour d'elle ou avec elle. Les jours de passage du bibliobus, les enfants sont sur la route par 40 degrés, bien avant qu'ils n'arrivent, et à attendre, à scruter l'horizon. Je pense aussi à ces petits Colombiens qui, eux, vivent dans des villages qui ne sont desservis par aucun bibliobus ni par Internet. C'est autour d'un poste de radio qu'ils se réunissent pour écouter une émission diffusée dans une petite ville proche où des contes sont lus à leur intention. Je songe encore à ces autres enfants au Mexique, dans le Chiapas, à qui des maîtres d'école racontent quelquefois des histoires qu'ils inventent, faute d'en trouver dans des livres. Des livres, ils n'en ont pas. Mais eux ont une connexion Internet et une imprimante. Alors ils imaginent des histoires à partir d'images qu'ils trouvent notamment sur Facebook. En France aussi, mes recherches m'ont appris qu'aux uns, tout était donné de naissance, ou presque, tandis que pour les autres, l'éloignement géographique s'ajoutait aux difficultés économiques et aux obstacles culturels. Alors de ces obstacles culturels, on ne parle pas souvent, et pourtant la lecture n'est pas une activité isolée, elle trouve ou ne trouve pas sa place dans un ensemble d'activités dotées de sens. Et pratiquer la lecture peut s'avérer impossible ou risqué si cela suppose d'entrer en conflit avec des façons de vivre, des valeurs propres à la culture du groupe, du lieu où l'on vit. C'est quelque chose qui m'avait étonné quand j'ai commencé à travailler sur la lecture en participant donc à une recherche en milieu rural. C'était pas seulement la distance géographique séparant des librairies ou des bibliothèques qui était en question. Pour nombre de ruraux,
Lire était une activité frappée d'interdits. En lisant, elle, plus encore, avaient souvent peur de passer pour des paresseux, parce qu'ils s'adonnaient à une activité dont l'utilité n'était pas bien établie, sauf quand ils lisaient à des fins scolaires, professionnelles ou pratiques. Ils pouvaient aussi se sentir coupables parce que pour lire aujourd'hui, la plupart du temps, on s'isole, on se retire du groupe. Et c'est une attitude qui est fréquemment mal perçue dans les milieux où on valorise plutôt les activités partagées et où on n'a pas de temps et d'espace pour soi. Enfin, dans les campagnes plus qu'ailleurs, l'accès à la culture écrite avait été durablement le privilège de ceux qui détenaient les pouvoirs, les notables, les représentants de l'État et de l'Église. Lire à la campagne supposait donc que l'on transgresse ces interdits, que l'on compose ou que l'on ruse, avec des valeurs qui avaient donné sens à la vie paysanne pendant des siècles, et dont la mémoire pesait encore sur les façons de vivre et de penser. Et tout cela, bien sûr, se transmettait aux enfants, non pas tant par des interdits manifestes que par tout un climat peu propice, car ce qui se transmet, c'est avant tout un rapport, une attitude. Cette ambivalence envers la lecture, je l'ai retrouvée quelques années plus tard dans des quartiers populaires en périphérie urbaine où j'allais réaliser de nombreux entretiens, en France puis en Amérique latine. Là aussi, peu de livres à la maison ou dans le quartier, l'idée que ce n'est pas pour soi, un doute sur l'utilité de cette pratique, une préférence donnée aux activités partagées plutôt qu'à ses plaisirs égoïstes, tout pouvait se conjuguer pour dissuader de lire. D'autant que souvent dans ces quartiers, les rares fois où on avait été en contact avec des livres, c'était en classe. Et cela pouvait rappeler des souvenirs d'échecs, d'humiliation. Beaucoup de gens se sentent encore aujourd'hui frappés de honte, d'incompétence devant les livres. Ils ont le sentiment que c'est le privilège de ceux qui sont nantis, voire des anciens colonisateurs pour ceux qui ont immigré. Là où la culture écrite a été longtemps, ou est toujours, le privilège des dominants, s'en approprier peut même être vécu comme une trahison des siens, particulièrement si on a l'impression que l'acquisition de l'écrit suppose de renoncer à la langue maternelle et à la culture dans laquelle on a grandi. Et là encore, c'est plus affaire de climat, d'imprégnation que d'interdit déclaré. De façon plus ou moins consciente, des parents craignent que les livres n'emportent leurs enfants dans un univers étranger dont eux-mêmes se sentent exclus. Dans les quartiers populaires s'y ajoutent, pour les garçons, les copains, qui stigmatisent souvent celui qui s'adonne à une activité qui est vue comme efféminée, comme bourgeoise et associée au travail scolaire. Alors, comme je vous le disais, je n'ai pas mené de recherche récente dans ces espaces, mais tout me porte à penser que ces obstacles, cette ambivalence n'ont pas disparu. Les frontières qui séparent des livres, les interdits qui redoublent les difficultés économiques ne disparaissent pas tout seuls, bien au contraire à notre époque où la ségrégation et la relégation vont croissant. Car les inégalités sociales, qui en beaucoup de lieux avaient reculé des années 1970 aux années 1990, se sont aggravées depuis. Un peu partout, on a constaté une précarisation de l'emploi, une augmentation du taux de pauvreté, sa territorialisation accrue, de plus grandes difficultés d'accès à la culture écrite pour les plus pauvres. Et la révolution numérique n'a pas eu raison de ces écarts, loin de là, elle les a souvent creusés. Avec la présence croissante des écrans dans notre quotidien, en bien des lieux, le recul de la lecture de livres est manifeste et il s'est accéléré, mais les différences sociales sont très sensibles, là encore. En France, un enfant de cadre lirait autant ou un peu moins qu'autrefois, et un enfant d'ouvrier lirait beaucoup moins, tout support confondu. Être un fort lecteur de livres demeure donc pour l'essentiel propre aux milieux diplômés, qui ont largement intégré les nouveaux écrans dans leur univers, sans pour autant modifier radicalement leurs habitudes. Ils associent donc aujourd'hui une utilisation importante de ces écrans, un niveau élevé de lecture de livres, imprimés et numériques, et une fréquentation régulière des équipements culturels. Et ils transmettent cette attitude cumulative à leurs enfants. À l'inverse, les jeunes des milieux populaires, plus encore s'il s'agit de garçons, seraient actuellement absorbés dans les seuls écrans. Et l'écrit aurait une moindre importance dans les usages qu'ils en font. Dans bien des pays, la pandémie a encore aggravé les inégalités. Les catégories sociales les plus vulnérables ont connu une paupérisation dont les effets tragiques ne sont pas encore tous perçus. Non seulement les plus pauvres ont été beaucoup plus durement frappés par la maladie dans ses formes les plus graves, mais ils ont perdu des revenus vitaux. Et un peu partout dans le monde, les plus démunis ont vécu très difficilement les confinements du fait d'une trop grande promiscuité et de l'absence d'intimité possible. Pour certains,
Plus encore pour certaines, ça a même été l'enfer. Partout, on a observé une augmentation des violences faites aux femmes et aux enfants. La déscolarisation a également creusé les inégalités et les filles en ont été les premières victimes. D'après l'UNESCO, des millions de jeunes filles mineures pourraient ainsi être mariées par des familles dépourvues de ressources. Des enseignements à distance ont bien été mis en place dans de nombreux pays, mais les possibilités d'apprentissage virtuel ont différé du tout au tout. Certains ont eu près d'eux à la maison des adultes qui pouvaient les aider. Ils ont disposé d'un ordinateur personnel, d'une bonne connexion Internet, d'une chambre à soi, de silence. D'autres n'ont rien eu de tout cela et beaucoup ont été déscolarisés. Dans le monde, 70% des enfants de 10 ans seraient aujourd'hui incapables de comprendre un texte simple à l'écrit, contre 57% avant la pandémie. Alors tout cela n'a pas seulement concerné les pays émergents et ceux qui sont en voie de développement, comme on dit. Ici aussi, on a pu constater une paupérisation accrue. Ici aussi, on observe des retards dans les apprentissages, particulièrement pour celles et ceux dont la maîtrise des compétences fondamentales était plus fragile avant les fermetures. L'étude internationale Pearls sur la lecture et la compréhension de l'écrit a encore montré récemment, je cite, que la catégorie sociale de la famille joue un rôle majeur dans les résultats des élèves, de même que toutes les activités liées à la lecture et au langage que les parents peuvent entreprendre dès le plus jeune âge. Activités inégalement pratiquées selon les catégories sociales. Et ici aussi, ce n'est pas seulement la scolarité qui a été impactée. La pandémie et les mesures prises pour enrayer la propagation du virus ont exacerbé les discours de haine et les situations violentes, mis à mal la santé mentale de beaucoup, surtout des plus fragiles et des plus jeunes, qui sont parmi ceux qui ont le plus souffert de l'isolement et d'états dépressifs. La capacité à penser et rêver un futur a été mise à mal. Comment s'en étonner au-delà de la pandémie, quand la planète brûle, quand les inégalités ne cessent donc de s'accroître, et que partout, des personnes fuyant des guerres ou la misère meurent en mer ou dans des déserts parce qu'il n'existait plus de futur, justement, là où elles vivaient. Pourtant, chaque jour, des enfants naissent et nous ne pouvons pas nous contenter de nous lamenter ou de leur signifier, comme l'écrit Marielle Massé, qu'ils sont de trop, qu'ils viennent trop tard, endettés avant même d'arriver. On ne cesse de leur dire que pour eux, il n'y aura pas d'emploi, pas comme ça, pas de place, pas comme nous. Et certains d'entre eux reprennent en écho « Il n'y aura pas d'avenir, madame », comme le raconte une professeure de français. Par rapport à ces situations critiques, il est du moins une bonne nouvelle, et c'est que nous ne sommes pas seuls. Oui, dans ce monde si brutal, nous qui sommes attachés à des partages culturels avec des enfants, nous avons des amis, nous avons des complices partout. Partout existent des gens qui font ce qu'ils peuvent pour que des enfants, des adolescents, des adultes aussi bien, aient accès à leurs droits culturels. Ils, elles plus encore, parce que ce sont beaucoup des femmes qui impulsent ces partages et quelques hommes qui n'ont pas peur de la compagnie des femmes. Ils, elles, savent qu'ils ne vont pas réparer les désordres ou les inégalités du monde, qui sont considérables, mais ils observent qu'ils peuvent, dans plusieurs domaines très importants, contribuer à ouvrir une marge de manœuvre, à élargir le champ des possibles, à retrouver la notion du futur, ce qui est déjà beaucoup. Celles et ceux que j'ai rencontrés de part et d'autre de l'Atlantique ou ailleurs ne mettent pas seulement en œuvre ces partages parce que l'écrit tient une place fondamentale dans nos sociétés et qu'il est très important de rendre son appropriation désirable. Ils le font également parce qu'ils sentent que tout un rapport au monde s'y joue. Ils ont une connaissance intime de l'importance vitale de la littérature, orale et écrite, de l'art, de la science, quelquefois là où elle est poétique, et ils se battent pour que chacun ait droit, non seulement à s'approprier la langue et à former son esprit critique, non seulement au savoir, mais encore à l'imaginaire, à une rêverie plus riche et à un quotidien où une dimension poétique trouve sa place, et ce, dès le plus jeune âge. Car dès le début de la vie, nous ne pouvons pas être réduits à des êtres biologiques, pas plus qu'à un langage utilitaire. Si l'adulte qui fait manger un jeune enfant cherche uniquement à le nourrir, il sera grognon ou tournera la tête. C'est le jeu, la fantaisie qui lui donne goût à ce moment. Un jeune enfant doit vivre des temps d'échange gratuits, du semblant, des métaphores, des fictions, sous forme de comptines, petits récits, lecture d'un album. Nous sommes des animaux poétiques. Je passe mon temps à le répéter. J'ai même écrit un livre qui portera ce titre et paraîtra dans quelques mois aux éditions Sciences Humaines. C'était ma petite page de promotion.
Antonio Candido avait écrit un texte intitulé « Le droit à la littérature » où il rappelait qu'il n'existe pas de peuple ou d'être humain qui puisse vivre au quotidien sans une dimension poétique, fictionnelle ou dramatique, sans la possibilité d'entrer en contact avec une sorte de fabulation. Pour lui, il s'agissait de quelque chose qui devait revenir comme un rythme vital, une ponctuation, et il rapprochait la littérature du rêve. Je cite, « Comme tous rêvent la nuit, personne n'est capable de passer 24 heures sans des moments où il s'adonne à un univers fabuleux. Le rêve assure la présence indispensable de cet univers pendant le sommeil, indépendamment de notre volonté, et durant la veille, la création fictionnelle ou poétique, qui est le ressort de la littérature, quelles que soient ses modalités et son niveau, est présente en chacun de nous, analphabète ou érudit, sous la forme d'anecdotes, aventures, bandes dessinées, romans policiers, chansons populaires. Dès lors, la littérature entendue au sens large correspondait pour lui à une nécessité universelle qui doit être satisfaite et dont la satisfaction constitue un droit. Un droit bien mis à mal actuellement, soit dit en passant, alors qu'un peu partout, les institutions éducatives et culturelles sont priées de développer les seuls champs ayant à court terme une utilité mesurable. Plus tard, Leopoldo Nosek dira que les constructions esthétiques, culturelles sont le rêve quotidien de l'humanité et que leur absence nous détruit. Je cite, « Il existe des peuples qui dansent plus que les autres, d'autres qui peignent plus, d'autres qui font plus de théâtre, mais il n'existe aucun peuple qui n'ait une dimension lyrique, aucun peuple qui ait vécu et grandi sans une poétique. » La culture, au sens large du terme, a selon lui la fonction du rêve qui nous humanise et qui remplit notre vie de signification et de sens. Mais alors que le rêve est une création individuelle qui fait sens pour chacun de nous si nous savons le déchiffrer, l'œuvre d'art est singulière mais partageable, à condition que quelqu'un ait su rendre son appropriation désirable par tout un art de faire. Dans les exemples que j'ai donnés au début, à chaque fois, il se trouvait un passeur. La bibliothécaire qui accompagnait le bibliobus argentin et lisait des contes aux enfants, les aidait à choisir des livres, les écoutait, ou le garçon qui avait conçu ce projet de lecture de contes à la radio, ou le maître d'école qui imaginait des histoires à partir d'images trouvées sur Facebook. Notons-le, aucun de ceux-là n'avait une approche misérabiliste. Ils ne donnaient pas la béquille culturelle à des victimes. Ils imaginaient des façons de faire pour que ces enfants aient plaisir et intérêt à ces partages, et ils le faisaient avec joie, avec gaieté, avec respect aussi, pour ces enfants, pour leurs parents, pour leur culture. Car il ne faut pas l'oublier, les premiers médiateurs culturels, ce sont les parents. Et beaucoup de parents ont un art de faire, une poétique au quotidien, une inventivité, une délicatesse, un désir de partager avec les enfants ce qui a donné sens à leur vie ou ce qu'ils ont rêvé de connaître, ou simplement de leur présenter ce monde étonnant qui est là autour d'eux. La lecture est un art qui se transmet plus qu'il ne s'enseigne, et la transmission au sein de la famille est la plus fréquente. Le plus souvent, quelqu'un est devenu lecteur parce que quand il était enfant, il voyait sa mère ou son père ou sa grand-mère avec le nez dans des livres, parce qu'il les entendait lire des histoires, ou parce que ses parents faisaient preuve d'une curiosité, voire d'une avidité pour des supports écrits, même s'ils étaient peu instruits. Je pense à une dame qui n'avait pas eu accès aux livres, mais qui faisait toujours attention à ne pas piétiner les papiers qu'elle trouvait sur le sol quand elle allait au marché. Elle les ramassait pour les lire une fois rentrée à la maison, parce que, comme elle le disait, tu peux toujours tomber sur une surprise. Et c'est ça qui a donné à sa fille l'envie d'ouvrir des livres. De cette transmission au sein de la famille, je vais vous donner quelques exemples, et là encore, je vais les chercher en Amérique latine, histoire de vous faire un petit peu voyager. J'avais demandé à celles et ceux que je vais citer d'essayer de se souvenir d'une scène fondatrice de leur relation à la culture écrite, qu'il s'agisse d'une scène inaugurale de leur vie de lecteur, ou au contraire d'une expérience qui avait fait obstacle à l'appropriation de l'écrit. Bien entendu, la mémoire est capricieuse et les souvenirs sont toujours recomposés. Par ailleurs, la classe moyenne est un peu surreprésentée parmi ceux qui m'ont fait part de telles scènes. Toutefois, elles nous apprennent beaucoup sur les formes d'accès à la lecture et elles permettent d'approcher l'art de faire de ces premiers médiateurs. La narration a toujours été associée dans mon enfance à des personnes que j'aimais, à leur voix, à la manière dont elles racontaient, dit Jorge. Il en a été ainsi avec pratiquement tous ceux qui m'ont répondu. Au début de leur vie de lecteur ou de lectrice, il y a eu un être aimé. Très souvent, il s'agissait de la mère, dans d'autres cas du père ou des deux parents. La scène la plus fréquente, c'est celle où quelqu'un lit des contes traditionnels à un enfant avant qu'il ne s'endorme. Toutefois, nous trouvons aussi des mères qui récitent des poèmes ou chantent des chansons, d'autres qui inventent des histoires à partir de dessins, un père qui répète des tangos dans lesquels il inclut sa petite fille comme personnage,
Un autre qui prend un tome d'un vieux dictionnaire pour lire à ses 6 enfants un article, Angleterre, écosystème, totem, Rimbaud, pépinière, peu importe lequel, c'était un rituel. Et sa fille, Mariella, dit que cette expérience a à voir avec le côté extraordinaire qu'ont les choses les plus simples. Les scènes avec une grand-mère sont aussi fréquentes. Yanina se souvient que sa grand-mère apprenait par cœur des poèmes pour les lui dire lors de chaque réunion familiale. Je me souviens de sa voix, là, dans ses bras, écoutant et imaginant tout ce qu'elle récitait. J'avais 8 ans. Un jour, elle m'a montré le livre où elle trouvait ses poèmes et j'ai commencé à les lire. Et à partir de là, tout un monde à découvrir. Ou la grand-mère de Laetitia. Quand nous étions seuls dans sa maison, elle sortait un carnet avec une couverture en cuir et elle me disait des poésies. Des poésies que mon grand-père lui avait écrites. Des poésies qu'il y a plus de 30 ans, un grand-père adolescent écrivait pour sa fiancée. Mes grands-parents, qui étaient des personnes peu démonstratives sur le plan affectif, s'ouvraient là à moi dans toute leur capacité amoureuse. Notons que plusieurs grand-mères n'ont pas lu, mais raconté, comme le dit Liliana. Ma grand-mère était une immigrante arabe et elle remplissait mes après-midi avec des histoires racontées à partir de son imagination et de sa mémoire. Mais elle était analphabète. Quand j'ai appris à lire, j'ai pu lui offrir à mon tour un monde peuplé d'images et de parfums en lui lisant mes livres qu'elle écoutait chaque jour avant de dormir. J'ai retrouvé des scènes très proches en France, notamment dans des familles kabyles. Je pense par exemple à un beau film de Fatima Sissani qui s'appelle La langue de Zara. Et Fatima dit de ses parents paysans qu'ils étaient des analphabètes de grande culture qui parlaient une langue châtiée, métaphorique, poétique, porteuse de mythologie. Sa mère leur avait toujours raconté des histoires, des contes, dit des proverbes quand ils étaient petits. Quand elle parlait, dit-elle, c'était comme un chant. Quelquefois, la personne aimée était un grand-père aveugle qui écoutait les rédactions qu'écrivait sa petite fille, ou une arrière-grand-mère tisserande qui racontait les contes de son pays natal et lisait aussi le futur dans les cartes. Nombreuses sont les scènes où les frères et sœurs se lisent les uns aux autres, où les cris circulent dans la maison. Je n'ai jamais senti aucune pression pour me convertir en lectrice, dit Maria Laura. Les journaux, les bandes dessinées ou les livres étaient là. Ils circulaient parmi les plus grands et donc ils sont aussi devenus à moi. Ces scènes présentent une diversité absolument fascinante et comme le dit Mélina, dans chaque expérience lectrice apparaît le subtil, le détail. Toutefois, quelque chose se retrouve. L'importance d'une certaine ambiance, d'un certain climat. C'était l'ambiance, les sensations et le giron des parents, dit Marco. Et il précise qu'il n'y a eu aucune médiation intentionnelle. C'est ce climat qui a permis d'établir avec la langue du récit et les livres une relation affective, sensible et pas seulement cognitive. Dans beaucoup de scènes, notons l'importance de la voix. Au Mexique, en Argentine, en Colombie, comme en France, la lecture à voix haute a été l'une des grandes voies d'accès au désir de lire et elle continue à l'être. Encore une scène évoquée par Javier. Quand j'étais petit, mon papa venait tous les soirs avec un livre et il s'allongeait dans le lit de l'un d'entre nous pour nous faire la lecture jusqu'à ce que nous nous endormions. Évidemment, le premier à dormir, c'était lui. Alors je continuais la lecture où l'une de mes sœurs le faisait. Pour chacun de nous, un jour, celle ou celui qui a lu s'endort, on n'entend plus sa voix, mais l'enfant en nous conserve cette voix et peut, à son tour, continuer à raconter. C'est ça, la transmission culturelle. C'est ainsi qu'aujourd'hui, comme hier, la relation avec la lecture et avec la littérature orale et écrite est avant tout une affaire de famille. Le rôle des parents et des grands-parents est essentiel, leur présence charnelle, leur voix, leur rire. Beaucoup disposent ainsi de ressources intellectuelles qu'aucun diplôme ne sanctionne, mais qui sont essentielles, comme l'aptitude à inventer des gestes, des paroles, des récits, pour introduire les enfants au monde de façon poétique et transformer des rituels quotidiens en petites fêtes partagées. Ou encore la capacité à raconter à leurs enfants leur propre histoire et celle de leurs ascendants. Et dans beaucoup de familles de différents milieux et quelle que soit leur forme, la transmission culturelle est bien vivante, même si ses modalités et ses contenus ont évolué. On y garnit les poches des enfants, on y remplit leur mal trésor de connaissances, mais aussi d'objets, de mots, de récits, d'images, dont ils pourront se saisir pour ne pas se sentir perdus. On les aide à fabriquer des souvenirs qu'ils revisiteront longtemps après. Notons au passage que durant la pandémie et les confinements, beaucoup de parents ont essayé, avec les moyens du bord, de partager des activités culturelles avec leurs enfants. Des deux côtés de l'Atlantique, des grands-parents ont aussi inventé des échanges culturels à distance pour maintenir un lien avec leurs petits-enfants, comme le raconte Rovita, je cite, « J'ai une belle-mère de 99 ans qui, tous les après-midi à peu près à la même heure, alors que nous sommes toujours en quarantaine, nous appelle par téléphone et nous récite une poésie ou crée des contes pour les transmettre à ses arrière-petits-enfants ou des histoires amusantes de son enfance dont elle se souvient. »
Dans d'autres familles, en revanche, la transmission est mise à mal. Ce peut être le cas en particulier quand la lutte pour la survie ou le travail accapare le temps quotidien, quand la mère est déprimée par la vie qu'elle mène ou par l'exil, ou insuffisamment soutenue par son entourage. Dès lors, elle n'est pas toujours en mesure de partager avec ses enfants des moments où raconter, découvrir et rêver le monde à leur côté. Elle a souvent oublié les légendes qui lui ont été transmises, ou celles-ci lui semblent appartenir à un passé qui n'a plus lieu d'être, qui fait presque honte. Dans de nombreuses familles, les mères, les pères, les grands-parents ont cessé de transmettre une langue porteuse de mythologie et de poésie. Le langage ne sert plus que pour la désignation immédiate des êtres et des choses ou pour donner des ordres, demander, exiger. Une étape manquera alors aux enfants pour intégrer les différents registres de la langue et s'approprier un jour la culture écrite. Celle où la littérature, orale ou écrite, initie à cet usage des mots aussi vital qu'inutile, au plus près de la vie, des émotions, du plaisir partagé, au plus loin du contrôle et de la notation. Il leur manquera aussi tout ce tissu de mots, d'histoires, de fantaisie que nous interposons sans y penser entre le réel et nous, entre le ciel étoilé, la mer, la ville et nous. L'espace qui les entoure ne leur dira rien ou peu de choses, il ne leur racontera pas d'histoire, ou il leur signifiera du rejet et de l'humiliation s'ils sont assignés à des territoires stigmatisés, à moins qu'ils ne rencontrent d'autres médiateurs. C'est pourquoi il est important d'aider les parents et les grands-parents à retrouver leur richesse et à découvrir aussi d'autres récits, d'autres jeux poétiques avec la langue, même s'ils sont analphabètes. Au cours des dernières décennies, et on en parlait tout à l'heure, l'idée s'est de plus en plus répandue parmi les professionnels de l'éducation, des bibliothèques ou de la santé, de tisser des liens avec les familles dans des milieux initialement éloignés de l'écrit. Au départ, la plupart de ces professionnels étaient soucieux de rentabilité scolaire, car ils observaient eux aussi que c'est avant tout dans la famille que se joue l'appropriation de la culture écrite et par là même, pour une bonne part, la réussite scolaire. Mais très vite, celles et ceux qui ont mis en œuvre ces programmes, tout comme ceux qui ont pris part à ces programmes, se sont rendus compte que ce qui était en jeu était bien plus vaste. Un peu partout, ces médiateurs ont noté que les livres s'avèrent d'excellents supports pour que beaucoup de choses circulent dans un groupe et que la lecture relance les conversations, les discussions, même sur des thèmes brûlants ou des chapitres noirs de l'histoire en permettant une prise de distance. Ces séances permettent souvent de réactiver la tradition orale. Quelquefois, elles contribuent à réparer un peu les liens entre mères et jeunes enfants, les mères ayant peu à peu avec ceux-ci des échanges plus riches, plus vivants. Une élaboration de la séparation, du deuil, de l'exil est facilitée. Ces rencontres avec les parents nourrissent une présentation poétique du monde et elles permettent une respiration. Elles ouvrent la famille sur d'autres horizons. Excusez-moi, je perds ma voix. Comme la calasse, la pauvre. Si la lecture est un art qui se transmet avant tout en famille, il y a toujours une part imprévisible, surprenante. Je pense ici à ce que m'a raconté en Argentine Jovita. Quand elle était petite, il y avait chez elle 9000 livres. Mais c'est avec des romans photos qu'elle a créé son propre chemin de lectrice. Je la cite. C'était des lectures que ma mère m'interdisait systématiquement parce qu'elles ne contribuaient pas à construire une culture littéraire sérieuse. C'était Madame Pourra, qui venait faire le ménage plusieurs fois par semaine, qui me les prêtait. Je les lisais dans ma chambre et après je les cachais entre le lit et le mur. Quand Madame Pourra revenait nettoyer la maison, elle laissait le roman photo suivant dans la cachette. De temps à autre, le premier médiateur a ainsi été une personne extérieure à la famille, un vendeur à domicile, un médecin, une religieuse et bien entendu quelquefois un enseignant. En classe, l'expérience n'a pourtant pas toujours été heureuse, comme pour Marcella. C'était comme si nous étions obligés de lire avec ses yeux au lieu des nôtres, dit-elle. Ou Diego. Pendant longtemps, les enseignants s'y sont pris de telle manière que j'ai détesté la lecture et n'ai rien vu d'intéressant dans les livres parce qu'ils voyaient l'acte de lire comme un châtiment. Jusqu'au jour où il a éprouvé un vif désir de lire grâce à un professeur dont la façon d'enseigner était pleine de passion. Pour Florencia aussi, l'école a été l'occasion de rencontrer une institutrice qui avait grand plaisir à lire. Je cite, « Elle nous a emmenés dans des bateaux pirates, des cimetières ensorcelés, des maisons abandonnées et des châteaux où disparaissaient des princesses. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante que dans ces moments. » C'est aussi à beaucoup de bibliothécaires qu'il faudrait rendre hommage quand nous évoquons l'importance des médiateurs, d'autant que c'est une bibliothèque qui nous accueille. Mon ami Daniel Goldin dit que la bibliothèque est une boîte à surprises et c'est l'une des plus belles définitions que j'ai entendues. Il faudra encore mentionner les libraires, les critiques, les travailleurs sociaux, les adolescents qui lisent à des plus petits, les booktubers et tous les merveilleux promoteurs de lecture, médiateurs, passeurs, animatrices, appelez-les, appelez-vous comme vous voulez.
J'évoquerai juste l'une d'entre elles, Mirta Colangelo en Argentine à Bahia Blanca. Je l'ai citée dans mes livres, mais c'est un travail si délicat qu'il mérite d'être répété. Elle a travaillé pendant 11 ans avec des garçons et des filles de familles pauvres, brisées, se retrouvant dans un foyer sur décision des tribunaux. Elle leur a lu beaucoup de mythes et de poèmes. Elle a feuilleté avec eux de nombreux livres d'art et d'emblée, elle a alterné ses lectures avec des sorties aux alentours et des lectures de langage non-verbaux, comme elle disait. Celui du tilleul qui se lit avec les yeux en automne et avec le nez au printemps. Celui des violettes qui, l'hiver, nous offre à tous des petits bouquets. Ou celui des bateaux en papier que nous jetons dans les ruisseaux pour qu'ils courent les jours de pluie. Elle a emmené les enfants dans des parcs, ramasser des plumes de perroquets et de colombes pour faire des collages et orner les livres de poèmes qu'ils composaient. Ou sur les rives de l'océan pour y lancer des bouteilles avec des messages pour trouver des amis. Je cite, « Au bout d'un mois, une des bouteilles a été trouvée sur une plage distante de 80 km du lieu d'où elle était partie par une famille qui a lu la lettre. Et non seulement ils ont répondu à l'enfant qui l'avait écrite, mais ils sont venus jusqu'au foyer et comme Christiane avait précisé qu'il aimait le chorizo et les oranges, ils en ont apporté, ils ont déjeuné avec nous. Christian maintient toujours une correspondance régulière avec la famille. » Dans l'atelier impulsé par cette femme, la lecture est attention délicate aux êtres, aux choses, aux lieux qui commencent à être nommés, à prendre sens, à parler aux enfants et aux adolescents. À l'aide de mots, d'images, de gestes, Mirta Colangelo tisse un espace qui ouvre sur d'autres contrées, sur un lointain. Et place est faite à des destinataires, ceux qui recevront peut-être des messages, ceux à qui seront distribuées des plumes quand les livres des enfants seront présentés au musée d'art contemporain local. Un monde humain représentable, habitable, succède à un univers indifférent ou hostile. Par toute une poétique du quotidien, des mots écrits au départ si distants se glissent dans la vie de ces enfants. Alors je ne vous raconte pas ça pour que vous emmeniez les enfants ramasser des plumes de perroquet, et je n'ai pas le temps de vous donner d'autres exemples. Je vous renvoie à mes livres, à ceux publiés chez Belin, ou donc à celui qui paraîtra bientôt. Nous sommes des animaux poétiques. Qu'il s'agisse de l'importance de la lecture à voix haute, du jeu, de la théâtralisation, quelquefois de la danse ou de la musique, du débat, vous y verrez qu'il y a une recherche pour que les œuvres littéraires soient une expérience sensible, une conversation, une pensée en construction. Les enfants, les adolescents sont pris en considération dans leur dimension sensible, psychique et physique, et pas seulement cognitive. Tous ces ateliers conjuguent l'oral et l'écrit, la voix étant au cœur de ce qui est proposé. Mais au-delà de cette importance donnée à l'oralité, bien des médiateurs redécouvrent la nécessité de susciter des allers-retours entre le sensible et le langage, de faire retrouver sous un texte tout un arrière-pays de sensations, d'émotions, un mouvement, un rythme. Et ils s'efforcent d'aiguiser l'attention, de stimuler la créativité, de faire éprouver différents points de vue, de susciter une posture active, un regard personnel, d'inciter à penser de façon originale et décalée. Si cette approche facilite une réconciliation avec les apprentissages, les enjeux vont bien au-delà, je le répète. Ces séances relancent l'activité psychique, le désir, la rêverie, la pensée. Elles donnent confiance aux participants, les désinhibent. Ceux qui étaient faibles en français se découvrent quelquefois audacieux et ils prononcent ou ils écrivent des phrases fortes. Les timides prennent la parole et personne ne se moque. Les participants prêtent attention aux voix des autres, ils s'inspirent les uns les autres. En tout lieu, ils deviennent plus proches, affectueux, solidaires, notamment les garçons et les filles, dans des groupes où il y avait initialement peu de mixité. Ils s'approprient des textes qui sont vraiment intériorisés, se familiarisent avec des lieux culturels. Ils ne deviendront pas forcément de grands lecteurs, mais les livres ou les bibliothèques ne leur font plus peur. Ils savent qu'ils sont aussi à eux. Il y a encore autre chose qui revient chez les passeurs culturels de différents pays et qui m'a frappée. Beaucoup sortent et arpentent l'espace avec les enfants ou les adolescents. Tout à l'heure, avant que nous nous retrouvions ici, l'une de vous me disait qu'il y avait des régions, notamment en Ardèche, je crois, où on faisait des randonnées et lectures. Voilà, c'est un peu la même idée, quoi. Et si ces médiateurs ne sortent pas, du moins présentent-ils aux enfants, aux adolescents, le monde alentour de façon poétique, par des légendes, des poèmes, des illustrations. Ils ouvrent cet espace sur un ailleurs, géographique, historique ou mythologique, et peu à peu, le rapport au lieu est remodelé. À observer ces femmes et ces hommes qui mettent en œuvre des partages culturels dans des contextes critiques avec des enfants, des adolescents, à les écouter, je n'ai pas découvert une recette pour que des jeunes aient envie de s'approprier des textes écrits. Du reste, je crois pas beaucoup aux recettes. Il me semble que chacun invente, avec sa sensibilité singulière, à partir de ce qu'il sait faire,
de ce qu'il a goût à faire, et heureusement, ça n'est pas la même chose pour chacun. Il est bien qu'en lieu d'une recette magique universelle, il y ait une étonnante variété d'expériences et d'inventions. Ce qui est essentiel dans ces médiations culturelles, ou dans la transmission culturelle, c'est un art de faire. Cela m'est apparu de façon toujours plus manifeste. Paulo Freire disait qu'un éducateur est aussi un artiste qui refait le monde, le redessine, le repeint, le fait danser. L'éducateur dans un sens large, le passeur culturel est peut-être même avant tout un artiste. Transmettre est un art, enseigner aussi. C'est trivial de le répéter, mais on prend assez peu en considération cette dimension artistique. Encore moins aujourd'hui avec l'obsession de la rentabilité immédiate. Quand je parle d'art, je ne me réfère pas à avoir un don. Je me réfère à un mode de transmission qui comporte une dimension poétique, une fantaisie, une part de jeu, une inventivité, une créativité. Mais cet art est d'abord celui de l'attention délicate, du regard, de l'écoute, de l'hospitalité, la disponibilité, la qualité de présence, de la confiance dans les capacités de chacun. Les formes d'expression des enfants et des adolescents sont reçues, valorisées. C'est encore l'art de la trouvaille heureuse. La médiation culturelle est peut-être l'art de créer de belles surprises, toujours renouvelées, des rencontres inespérées avec des œuvres qui éveillent le désir, la rêverie, la pensée, les possibilités endormies en chacun. Comme le dit encore mon ami Daniel Goldin, c'est comme si tout à coup dans le désert fleurissait un jardin inespéré. Merci à chacune, à chacun d'entre vous d'aider des enfants, des adolescents à s'emparer de poèmes, de récits, de fragments de textes, de chansons, d'images avec lesquels ils pourront composer leur propre jardin inespéré, à nul autre pareil. Ces jardins dont ils ont tant besoin, dont nous avons tant besoin, plus encore en ces temps difficiles. Et merci de m'avoir écouté, surtout avec cette voix cassée.